Bonjour Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Histoire de sport et nous allons parler de LA légende du rugby néo-zélandais, John Alomou. Jonah est né le 12 mai 1975 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. À l'âge d'un an, il est envoyé aux îles Tonga pour grandir avec son oncle et sa tante. À l'âge de 7 ans, il reviendra du côté de Auckland chez ses parents biologiques, où il connaîtra un père violent et les gangs. Pour en savoir plus sur John Alomou, je reçois aujourd'hui un invité exceptionnel qui est Melkor de la chaîne Looking for Rugby. Salut Melkor. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va pas mal, ça va pas mal. C'est Ouais. pas à côté, mais on fait de la route et on arrive. C'est le principal. Comme je le disais donc à la fin de mon introduction, l'adolescence de John Alomou est plutôt troublée. C'est exact. Comment finalement il s'en est sorti pour arriver à ce statut de rugbyman international reconnu? Eh bien, ça commence par le Wesley College, voilà, les Grammar School, c'est l'équivalent des collèges en France, en Nouvelle-Zélande, avec un championnat inter-école, un peu comme on en voit dans les séries américaines avec le football américain, c'est un peu la même chose là-bas. Donc le Wesley College, où il joue d'abord au rugby à 13, le rugby league, qui est également très populaire parmi les gens des îles et globalement en Nouvelle-Zélande. D'accord, et je crois avoir compris qu'il a fait aussi de l'athlétisme, beaucoup d'athlétisme dans cette école. Tout à fait, il a fait énormément d'athlétisme, c'était un sportif accompli, il a fait très rapidement sa taille adulte, c'est 1m96, son poids de forme 111 kg si je dis pas de bêtises, donc c'était vraiment un athlète vraiment accompli, il détient encore aujourd'hui beaucoup de records du Wesley College, que ce soit en 100 mètres, en 200 mètres, en lancer du javelot, du disque, du poids, du marteau, vraiment un athlète incroyable. Il a été rapporté lors d'une tournée des Barbarians français, donc en France, qu'il pouvait faire un saut périlleux arrière, c'est Denis Charvet qui rapporte ça, un saut périlleux arrière sans élan. Avec un tel gabarit, c'est vraiment un athlète hors du commun. Donc on peut dire que le sport et que le cadre de ce collège l'a aidé à atténuer sa colère, malgré tout du coup. Ça l'a aidé à la canaliser. De toute façon, le rugby a été conçu pour ça dès l'origine dans les écoles, les public schools en Grande-Bretagne, en Angleterre victorienne. Voilà, tout à fait, les années 1840. On va pas refaire toute l'histoire aujourd'hui. Peut-être qu'on la fera une autre fois, on va savoir. Mais voilà, ça servait à ça, à canaliser voilà, la violence et à créer voilà, des gentlemen. C'était un peu l'usine à gentlemen le rugby à l'origine. Et donc voilà, vers l'âge de 14 ans, il va passer au rugby à 15 sous l'impulsion de ses entraîneurs. Et il va assez vite être sélectionné dans la sélection régionale de jeunes, puis ensuite dans la réserve des All Blacks, les moins de 19 et les moins de 21. Alors qu'à la base, lui, c'était plutôt le rugby à 13, hein, sa passion. Tout à fait, oui, le rugby à 13, voilà, tout à fait. Ça n'a pas forcément été facile de le convaincre de passer à 15, puisque le 13 était déjà professionnel à l'époque, et donc des possibilités pour des jeunes pas forcément très argentés de faire de la tunasse quand même assez à bon compte. C'était vraiment très intéressant pour eux de faire ça, et bon, il est passé à 15. Ils l'ont convaincu, les vertus éducatives supposément supérieures du 15 l'ont aidé à prendre cette décision. Est-ce que ça serait pas forcément plutôt l'amour justement du maillot néo-zélandais, du maillot All Black, qui l'a aidé à prendre cette décision finalement d'aller sur le rugby à 15 aussi, en plus des valeurs, peut-être des plus belles valeurs du rugby à 15 par rapport aux autres types de rugby. Alors bien sûr, le maillot des All Blacks est un attracteur très très puissant chez les Néo-Zélandais et il est évident que la perspective d'être éventuellement un jour un All Black a compté. Maintenant, la sélection de rugby à 13 de la Nouvelle-Zélande, les Kiwis, qui s'appellent les Kiwis, qui font le même haka d'ailleurs que les All Blacks, le Kamate, qui est un haka qui est d'ailleurs antérieur à l'arrivée du rugby en Nouvelle-Zélande, une danse maori. A aussi son rayonnement, bien sûr, c'est plus confidentiel globalement dans la population que le rayonnement des All Blacks, l'équipe nationale de rugby de la Nouvelle-Zélande, de rugby à 15 de la Nouvelle-Zélande, rugby union on dit en anglais. Alors, ses débuts avec les All Blacks néo-zélandais, donc ça date de 1994. Exactement. C'était pas facile, hein, les débuts. Pas super facile. Quand il jouait à 15, il jouait numéro 8, donc au 3ème ligne centre, donc un avant, voilà, où il pouvait faire parler sa puissance et qualité physique exceptionnelle. Peu à peu, ces entraîneurs ont senti qu'ils pouvaient en faire un 3 quarts L vraiment exceptionnel. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dès le début le mois de mai de 1994. Ils l'ont mis au grand tournoi de rugby à 7 de Hong Kong, vraiment qui est le plus grand tournoi de rugby à 7 et qui maintenant est une étape majeure du circuit mondial professionnel du rugby à 7, que ce soit masculin ou féminin d'ailleurs. Et donc, pour qu'il travaille ses placements et ses courses et qu'il fasse parler vraiment ses qualités et les exprime le mieux possible.
C'est vraiment le rugby à 7 qui a été utilisé comme un levier, comme un moteur pour lui. Malgré tout, il était quand même très jeune en 94 quand l'équipe de France, la grande équipe de France à l'époque entraînée par Pierre Berbizier avec des joueurs comme Philippe Saint-André, Emile Ntamak, Abdel Benazi, enfin bon là, quand même des cadors qui étaient là. Elle arrive, il a des petits problèmes en défense et c'est vrai qu'il se fait prendre plusieurs fois sa première sélection, voilà donc en juin 94, donc en juin 94 contre l'équipe de France, ça saute par un échec. L'équipe de Nouvelle-Zélande est battue chez elle, ce qui est quand même très rare. 2 fois. 2 fois, et voilà, de la semaine suivante, tu fais bien de le signaler, Romain, c'est que dès la semaine suivante, l'équipe de France remet le couvert et gagne notamment grâce au fameux essai du bout du monde. Le fameux essai du bout du monde sur lequel John Olomou notamment est fautif en défense. Son placement en défense est mauvais et donc il y a une relance de près de 80 mètres qui est initiée par l'équipe de France, par Philippe Saint-André, puis ensuite ça s'est relayé par les joueurs dont j'ai déjà parlé. Et c'est Sadourny qui marque cet essai. Incroyable, un essai tellement gigantesque qu'il aura 2 pages d'explications dans le Sunday Times, je crois, dans un journal britannique, je crois que c'est le Sunday Times. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque et donc voilà, les Néo-Zélandais sont restés un petit peu sidérés par ça. Et donc la perspective de faire de John Olomou le nouveau John Kirwan, qui était le précédent grand ailier néo-zélandais, qui était réputé à l'époque, le classement n'existait pas, hein, mais réputé meilleur joueur du monde quand il jouait. Le premier 3 quarts un peu hors norme, ça semblait pas forcément bien parti, quoi. Ça c'est sûr. Très bien. Et alors, bon, en même temps, oui, c'est vrai que du coup, son placement à l'aile, c'était quelque chose qui était relativement inédit pour lui, puisque il n'avait pas encore vraiment l'habitude d'évoluer à ce poste-là, d'où ses erreurs, je pense, lors des différents test match en 94. Et d'après ce que j'ai compris par rapport à son autobiographie, c'est que les entraîneurs de la Nouvelle-Zélande ont décidé non pas de l'écarter, mais plutôt de le protéger et de faire en sorte qu'il progresse en club sur l'aile pour qu'il revienne beaucoup plus fort pour la Coupe du Monde en 95. Exactement. Ils vont vraiment le couver, le chouchouter, le façonner en quelque sorte à travers le rugby à 7, les entraînements à 15 également. On sait que pendant la préparation de la Coupe du Monde 95, il va vraiment en baver, quoi. Ouais, parce que il va avoir du mal à boucler les tours de terrain, ça va être dur. Et le voyant même peiner, ses camarades, les Inzanbrook et autres grands joueurs, ces immenses joueurs de l'équipe de Nouvelle-Zélande de 95, vont finalement, eux qui avaient fini leur tour de terrain, vont se remettre sur le terrain et finir les tours de terrain restants avec lui pour qu'il soit soutenu, et ça va lui permettre de s'épanouir en tant que joueur bien sûr, mais également, et c'est toujours concomitant, en tant qu'homme, quoi, en tant qu'individu, de mûrir. Voilà, lui qui avait connu quand même des situations familiales très difficiles, le déracinement, des choses comme ça, qui sont pas forcément faciles à encaisser, et ça lui a permis, voilà, de se faire un peu de caisse, un peu de mental, du moral, et d'avancer et de s'améliorer. Donc ouais, on peut dire que l'exigence physique imposée par le sélectionneur néo-zélandais a beaucoup aidé Jonah à faire à le façonner et à faire ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce qu'il est devenu au fil de sa carrière. Exactement, c'était un diamant brut, voilà, un bloc de granit ou de marbre selon vos préférences. Et donc voilà, il a été sculpté peu à peu, dégrossi pour devenir voilà cette vraie statue, une vraie statue, voilà, du rugby mondial. Exactement. Et c'est en 95 que le phénomène qui était assez méconnu quand même dans le monde du rugby va exploser et va dépasser même les frontières du rugby. C'est ça qui fait de John Olomou un personnage, plus qu'un joueur, un personnage très différent des autres rugbyman qui sont également des stars de ce jeu. Donc du coup, la Coupe du Monde 95, donc, elle s'est plutôt bien passée au départ pour les Néo-Zélandais qui ont gagné tous leurs matchs de poule, donc contre le Japon avec un mémorable 145-17 auquel Jonah n'a pas participé. Exactement. Mais du coup, c'est surtout en quart de finale, je crois, contre les Anglais, ou en demi-finale, je sais plus, contre les Anglais qui se révèlent... En quart de finale, ils se séparent de l'Écosse assez facilement. Ouais. Mais tout d'abord, si on peut revenir vite fait sur ses débuts en poule, c'est le premier match contre l'Irlande. Et les Irlandais, même le public a vu débarquer ce grand type au fusil de deuxième ligne au poste de 3 carrés. Ils ont dit mais c'est qui ce type, pour qui se prennent ces Néo-Zélandais? Les Irlandais se sont dit on va défendre sur lui, ça va être fastoche. Et dès sa première prise de balle, il traverse le terrain avec 4 Irlandais sur le dos. Bon là on avait compris qu'on avait affaire à un phénomène quasiment de foire, quoi. Un freak show, parce que là c'était quand même pas possible, ce mec était inarrêtable, quoi. Et donc en demi-finale contre l'équipe d'Angleterre, de Will Carling, qui était quand même une sacrée équipe d'Angleterre qui nous Français nous démontait tous les ans dans le tournoi des 5 nations. À l'époque on jouait encore à 5 nations, nos amis italiens n'étaient pas encore là.
Mais voilà, ils nous démontaient tout le temps la tête et là ils ont été ridiculisés, ils ont été tournés en ridicule par cette équipe de Nouvelle-Zélande, notamment John Olmo qui a marqué un quadruplé. La légende voudrait qu'il ait rencontré une damoiselle la semaine précédente, il était amoureux, il avait le cœur en fête et il aurait voulu, selon cette légende, on ne sait pas si c'est vrai, impressionner sa belle. Et ouais, 4 essais assez fantastiques, notamment l'un qui est très très connu, le plus connu contre cette équipe d'Angleterre, où c'est Mike Cat qui sera ridiculisé, parce qu'en fait il a une cuillère, voilà, un geste défensif d'un Anglais qui est fait sur lui, et donc il trébuche quelques mètres avant la ligne d'en-but, et il n'y a plus que le numéro 15, Mike Cat, pour défendre, donc évidemment il est écrasé par le bulldozer qui lui fonce dessus à toute vitesse, il se fait carrément marcher dessus, et donc il y a essai. Et là, cette image est restée assez fascinante, et Mike Cat, même encore aujourd'hui, on lui en parle de cet essai, quoi. C'est vraiment un truc absolument hallucinant. Et donc finalement, les Néo-Zélandais échoueront en finale contre l'Afrique du Sud. Mais en même temps, c'était un petit peu l'année de l'Afrique du Sud en 95. Tout à fait, c'était le grand retour de l'Afrique du Sud. Beaucoup d'observateurs considèrent qu'elle n'avait pas le niveau, mais elle a calmé tout le monde assez vite avec son match d'ouverture, le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre les champions du monde en titre de 91, la grande Australie. L'Australie qui a été battue d'entrée de jeu, et donc on s'est aperçu finalement que cette équipe d'Afrique du Sud avait le niveau, et les Springboks, qui est l'équipe donc des joueurs sud-africains, les All Blacks pour la Nouvelle-Zélande, les Springboks pour l'Afrique du Sud, symbole de l'apartheid, puisque voilà, c'est une photo des Springboks des années 50, on aurait très bien pu faire promotion pour la jeunesse hitlérienne, c'était vraiment assez impressionnant, et c'était un des instruments du régime, et pour la communauté afrikaner, voilà, on va pas revenir sur l'histoire du peuple afrikaner et de son lien avec le rugby, mais voilà, ça n'a pas été forcément facile pour eux tout le temps, et après bon, ils ont abusé bien sûr de leur pouvoir sur la communauté, sur la majorité noire, sur les communautés noires, et donc la réconciliation, avec des gros guillemets, a pu se faire grâce à leur victoire en finale, voilà, une finale sans essai, arraché en prolongation avec un drop de Joel Stransky. Voilà. Score final 15-12. 15-12, tout à fait, ouais, donc en prolongation. Première prolongation de l'histoire de la Coupe du Monde, il y en aura une autre en 2003. Et donc oui, John Olmo lui a été bien contenu par cette équipe des Springboks, l'équipe donc de François Pinard, et aussi le regretté qui est parti il n'y a pas très longtemps, Joost van der Westhuizen. Voilà, je te laisse pas prononcer son prénom puisque je sais que pour l'avoir vécu que c'est pas facile à prononcer. Voilà. Alors entre parenthèses, je vous recommande vivement le film Invictus qui revient sur justement le parcours de l'Afrique du Sud en 1995 sur cette Coupe du Monde qui signe la réconciliation entre guillemets des peuples sud-africains avec une équipe donc arc-en-ciel. Alors du coup, après la Coupe du Monde 95, comment ça se passe? Alors il faut savoir quand même que John Olmo a eu beaucoup d'appels du pied de la part du rugby à 13 pour jouer en rugby à 13. Est-ce qu'il est resté à 15 finalement? Alors oui, il est resté à 15 puisqu'une révolution s'est créée du fait du phénomène Olmo et du grand succès de la Coupe du Monde en 95, c'est que le rugby à 15 est devenu professionnel. Des compétitions professionnelles ont été créées, notamment le Super 12, le Super Rugby, l'ancêtre du Super 18 actuel, a été créé et s'est joué donc dès 96, tout comme le Tri-Nation, donc un tournoi annuel, l'équivalent du 6 Nations, enfin, l'actuel 6 Nations de l'hémisphère sud, voilà, entre les Wallabies d'Australie, les Springboks sud-africains et les All Blacks donc. Et donc voilà, une opportunité s'est créée pour lui, malgré les appels du pied. Même la NFL, le football américain, l'a appelé pour faire une carrière, c'est tout de même assez étonnant. Et donc oui, il embraye donc sur une carrière de rugbyman à 15 professionnel. Donc du coup, en 99, donc la Nouvelle-Zélande arrive plutôt en demi-finale, c'est ça exactement? Tout à fait, les All Blacks sont éliminés par la France lors d'un match tout à fait épique, l'un des matchs plus mythiques de toute l'histoire du rugby à Twickenham, donc où la France va s'imposer. Mais le Moore aura quand même marqué 2 essais dans ce match, des essais assez faciles. C'est Philippe Bernatsal, le gringalet entre guillemets, Philippe Bernatsal, actuel président de la Ligue de handball professionnelle d'ailleurs, hein, c'est assez étonnant mais c'est comme ça, qui devait défendre sur lui, qui était son vis-à-vis, donc c'était pas forcément évident, hein, sa technique il a expliqué, hein, il essayait de couper la trajectoire du ballon donc pour éviter la passe sur l'aile sur John Olmo, 2 fois il rate, 2 fois il y a essai. Donc voilà, 8 essais marqués par Olmo dans cette Coupe du Monde, c'est le record actuel. Il sera égalé en 2007 par Bryan Habana, le Sud-Africain Bryan Habana qui sera champion du monde, et en 2015 par un autre néo-zélandais, un phénomène peut-être supérieur même à celui de John Olmo, un phénomène sportif, hein, je parle pas culturel, c'est Julian Savea. Comment se passe donc la suite de la carrière de John Olmo au niveau de la sélection, au niveau des clubs et des records? Tout d'abord, il est champion du monde de rugby à 7 en 2001. Voilà, il marque 5 essais en finale quand même, c'est quand même
peut-être que c'était ça son sport de prédilection, le rugby à 7, c'est bien possible. Comme dans les îles, de toute façon, les Fidji sont régulièrement champions du monde. Et c'est d'ailleurs les Fidji qui battra en finale, qui étaient champions en titre à l'époque. Il va gagner en tout 3 tri-séries, 3 tri-nations, voilà, avec l'équipe de Nouvelle-Zélande. Mais par contre, sa carrière internationale va s'arrêter en 2003. Très tôt donc. Très tôt, oui, problème de santé qui deviennent publics à ce moment-là, mais qui était bien connu de ses médecins déjà dès 1994. Et donc du coup, ces problèmes de santé, donc les problèmes de santé dont il est victime, c'est tout simplement des insuffisances rénales. Exactement, les problèmes rénaux, et dès 2003, il est obligé de faire plusieurs dialyses par semaine qui l'immobilisent. L'année 97 déjà, il n'a pas pu jouer de l'année à cause de ses problèmes de santé. Il ne pouvait pas s'entraîner, il ne pouvait pas jouer, il était sous traitement. Il ne pouvait pas. Il était inapte au jeu de rugby et sa vie quotidienne était très difficile cette année-là. Et donc voilà, en 2003, les problèmes deviennent trop évidents. Il ne peut plus jouer à haut niveau et la Coupe du Monde en Australie, où les Néo-Zélandais seront à nouveau éliminés en demi-finale d'ailleurs par l'Australie, se jouera sans lui. Bon, en tout cas, cette année-là, en 2003, il est quand même bien entouré, entre guillemets, par sa première compagne. Je crois qu'il l'accompagne vraiment dans la maladie. Mais après ce premier épisode, ce second épisode plutôt de dialyse, il réussira à rebondir, je crois. Alors tout à fait, donc en 2003, il en est à 3 dialyses par semaine quand même, ce qui est quand même assez lourd, ça dure des heures et des heures. C'est quand même assez traumatisant pour le corps. En 2005, il y a une greffe. Il y a une greffe qui est réalisée et donc il tente un comeback au Cardiff Blues, donc le club de rugby de Cardiff au Pays de Galles. Ça se passera pas hyper bien, il finira par partir. Il y a une autre tentative de retour en 2009 à Marseille Vitrolles, club de Fédéral 1. Ça sera également plutôt sans suite et sa carrière s'arrête en 2011. C'est fini la carrière de rugbyman. Il participera à l'ouverture de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2011, à la cérémonie d'ouverture, mais il fera un malaise. Juste à la fin de cette Coupe du Monde, la greffe est rejetée par son corps. Et donc du coup, c'est reparti pour un nouvel épisode donc de dialyse. Et cette fois-ci, ça finira par l'emporter, je crois. Voilà, il y aura une deuxième tentative de greffe en 2011. Ça ne prendra jamais vraiment. Des dialyses, des traitements très très lourds. Il est toujours très très sollicité. Il reste une célébrité absolument incroyable. En 2009, il fait le déplacement pour que le rugby à 7 entre au programme des Jeux Olympiques. C'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et vraiment, il a accompagné Bernard Lapassé, à l'époque président de la Fédération internationale de rugby, World Rugby aujourd'hui. À l'époque, c'était encore IRB, je crois, que ça s'appelait. Ça a changé de nom il y a quelques années. On s'amuse à changer de nom, c'est vachement bien. Parce qu'on s'éclate. Et donc, ouais, très sollicité. Et donc, au retour de la campagne de la Coupe du Monde 2015, il était invité, bien sûr. C'est un joueur légendaire, il est impossible de ne pas l'inviter. Lui, il a du mal à refuser. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, bien sûr, qui vit par contre dans une délicatesse extrême au niveau financier, parce que ces traitements sont extrêmement chers et donc on ponctionne l'argent qu'il a pu gagner, qui sont sans commune mesure avec les sommes que gagnent maintenant les rugbymen. Et on ne parle même pas des footballeurs, des basketteurs de la NBA ou des pilotes de Formule 1, bien sûr. Mais voilà, il est quand même assez désargenté à ce niveau-là. Et en fait, il est sollicité, il rentre et en fait, apparemment, dans le vol long courrier qui le ramène de Londres, un caillot de sang se forme dans un de ses poumons. Et il décédera des conséquences et des suites de ce voyage en laissant 2 enfants. Il a eu quand même de la chance de les avoir, puisque d'après ce que les médecins lui disaient, c'est qu'avec tous les traitements qu'il a pris, il avait peut-être moins d'une chance sur 1000 de peut-être en avoir un. Il en a eu 2. Donc, big up John Alomu. Mais bon, c'est sûr que 40 ans, c'est vraiment une star partie trop tôt. Tout au long de sa courte carrière, de sa courte vie, il aura marqué les esprits par sa générosité à la fois sportive et humaine. Donc du coup, à la fin, il a plus du tout cette colère qui le ronge. Bien au contraire, il a fini quand même apaisé apaisé si on peut dire ça, malgré les dialyses. Mais en tout cas, ça a été vraiment un grand homme. Et, tout à fait, ouais. Et je crois me souvenir d'une cérémonie extrêmement marquante où ce cercueil avait été emmené dans le plus grand stade de rugby d'Auckland. Tout à fait, à l'Eden Park. À l'Eden Park, où il y a eu un haka géant interprété à la fois par ses proches et par le public. Ça se fait beaucoup les haka en termes d'hommage. On sait que l'armée néo-zélandaise pratique les haka aussi pour ses disparus en Afghanistan par exemple. Et il y a même des photos de haka pratiquées par les soldats maoris en Afrique du Nord ou en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des choses qui sont assez courantes. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est une star mondiale en dehors du rugby, alors qu'il n'a jamais joué à son plein potentiel, malade dès 94. Il n'a jamais été vraiment le joueur qu'il aurait dû être. Il aurait dû être encore plus fort en fait.
Et ça, c'est assez hallucinant, quoi. Quand même, un grand joueur, il nous manque beaucoup. C'est quand même un garçon extrêmement attachant et sur les terrains, une terreur absolument incroyable, quoi. Merci beaucoup Melkor pour ton intervention sur le plateau donc exceptionnellement de Nuve Radio pour cet épisode spécial consacré donc à cette légende qui est John Alomou. Alors parle-nous un petit peu de ta chaîne justement. Eh bien sur la chaîne Looking for Rugby, nous parlons essentiellement, vous l'avez deviné, de rugby. Donc voilà, le rugby à 15, le championnat de France, les matchs internationaux, on décrypte quelques-uns pour vous, on fait des lives pour ça. Et aussi nous faisons des vidéos pour détailler les règles, parler des joueurs marquants, les clubs mythiques, les compétitions les plus incroyable de ce jeu, revenir sur les points comme je disais du règlement qui sont assez épineux tout de même. Voilà, le rugby c'est pas super simple. On va parler un peu de la culture de ce jeu qui est ma grande passion comme aurait dit Omar Sharif. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial consacré à cette légende du rugby qui est John Alomou. Je vous invite fortement à lire son autobiographie qui nous a beaucoup aidé à monter cet épisode, à faire cet épisode. Maintenant, c'est à vous de jouer, commenter, partagez, likez, faites-vous plaisir, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir une notification la prochaine fois que je sortirai une vidéo. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao. Ciao les gens. Papa,